C'est beau. Ah, c'est très cool. Bonsoir Théo. Bonsoir Alex. On fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir comment choper le son un peu d'un groupe légendaire qui est Fleetwood Mac. Voilà, tu connais un peu ou pas? Bah du coup, je connais quelques morceaux, Ouais. sans le savoir. Ouais. C'est un groupe tellement connu qui est rentré dans la culture populaire que je pense que... Je connaissais Peter Green en fait, mais, Ouais. c'est vrai que le groupe en tant que tel, j'ai jamais écouté. Ok. Et en fait, si. c'est ça qui est fou avec ce groupe. Alors en fait, c'est un groupe particulier parce qu'il y a eu vraiment des périodes très définies et Ouais. qui sont complètement différentes. Tu vois, ils ont sorti pas mal d'albums et en fait, il y a eu beaucoup de changements de line-up. Donc si on commence dès le début, en fait, ça commence en 67. Ok. On a un groupe qui est créé par... donc on a John McVie à la basse, Mick Fleetwood à la batterie Ok. et Peter Green à la guitare. Ok. Et en fait, ces trois musiciens, ils faisaient partie du John Mayall et les Blues Breakers. Ouais, Voilà. ça on connaît. Donc dans ce groupe, il y avait déjà eu Clapton qui était passé, il y avait Mick Taylor qui a rejoint les Rolling Stones. Ouais. Donc John Mayall, quand même, il savait s'entourer. Ouais. C'était pas un guignol. Et donc à un moment, tu as donc Peter Green, Mick Fleetwood et John McVie qui font partie du groupe. Et ils se mettent à jouer de la musique ensemble à côté. Et donc ils créent le groupe qui va devenir Fleetwood Mac. Donc Fleetwood pour Mick Fleetwood, Mac pour John McVie. J'ai compris. Voilà, et donc ils vont faire 3 albums ensemble. Ils seront assez rapidement rejoints par un autre guitariste qui s'appelle Jeremy Spencer et qui fait beaucoup de bottleneck, beaucoup de slide. Je comprends Et pourquoi le tu as choisi claviériste. ce groupe. Parce que j'allais te poser la question en fait, pourquoi ce groupe-là? Donc ouais, ça explique. Ah, moi, c'est un groupe que j'adore, vraiment. Alors après, moi, je connais beaucoup mieux la partie dont on parlera plus tard, qui est la partie 75 et 77, fin des années 70, Ok. où on a un changement de line-up et donc ça ressemble pas du tout Ah d'accord. ok. la Fleetwood Mac du début. Ok. On verra ça. Donc ils sont aussi rejoints par une claviériste qui s'appelle Christine et qui va épouser John McVie, donc Christine McVie. Voilà. Et tu vas voir que c'est un détail important pour la suite. Ok. Ça c'est bien, ça me plaît. Ouais. Les gossips, j'adore. Voilà. Et donc ils enregistrent 3 albums, donc ça Ouais. marche très bien. Et à ce moment-là, en fait, ça fait partie du British Blues Boom. Donc c'est à cette période, donc fin des années 60, où tu as Clapton qui fait Cream. Enfin, toute la période, tu vois, il y a John Mayall et les Blues Breakers. Bien sûr. Donc tout le British Blues qu'on adore. C'est un peu ces enregistrements de John Mayall and the Blues Breakers où t'as l'origine du rock anglais. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. donc on est en plein dedans. Donc à ce moment-là, c'est vraiment des sortes de blues shuffle. Donc voilà, on connaît. Ok. Et donc le son de Peter Green, comment reproduire le son de Peter Green? Qu'est-ce qu'il avait comme matos? Ouais, donc on va se focus sur Peter Green. Hein. Pour l'instant, ouais. Ok. Pour la première période. tu vas switcher après aussi. Ok. Tout à fait, ouais. Ok, parce qu'il faut suivre. Ok. Ouais. Ok, c'est En ambitieux, j'aime bien. En J'aime gros, bien. Ouais, c'est il bien. y a 2 périodes. T'as la période Peter Green Ok. et la période Lindsey Buckingham, Ok. ok, qui est celle que je préfère pour le coup. Ok. Et on verra ça. Et donc Peter Green, il avait une Les Paul 59, Ouais. La fameuse. la fameuse Greenie, ok, qui a ensuite été vendue, que Peter Green a donné à Gary Moore, il me semble, et que Gary Moore a ensuite, qui est devenu la guitare de la propriété de Kirk Hammett aujourd'hui. Ah, ouais, ok. Voilà. Ok, cool. Et donc Les Paul 59, cette Les Paul, elle avait une particularité, c'est que donc c'était 2 humbuckers, Ouais. et le micro manche, il était inversé. C'est-à-dire que tu avais 2 micros qui étaient hors phase en fait. Voilà. C'était volontaire ou? Eh ben, en fait, on sait pas trop. Il y a Ok. plusieurs théories. Ok. La première, c'est que Peter Green, il adorait Clapton et il a vu qu'il utilisait beaucoup le micro aigu. Ok. Donc, il s'est dit, en fait, le micro grave, j'en ai pas besoin, donc je le vire. Donc il l'a carrément viré. Et il sait plus si c'est un jour, en le remettant, en le réinstallant, est-ce qu'il l'aurait foutu à l'envers. Ça pourrait être une théorie. La deuxième, c'est que, et je pense qu'elle est plus plausible, c'est que c'est un défaut de fabrication à l'usine, en fait. Ah, possible, ouais, quelqu'un qui le câblerait à l'envers. Exactement. Faut le vouloir quand même. Hein. Ouais, mais apparemment... Parce que ça se voit, tu sais. Apparemment, Joe Bonamassa a acheté une 59 récemment, et il a Ok. eu le même souci, Je pense Ouais. que c'est pour ça qu'il l'a acheté, tu vois. Ouais. Mais il a dit que lui aussi, il avait... d'après, tu connais Joe Bonamassa, je pense qu'il fait très attention à ce qu'il achète. Et, Oui, puis ça un permet peu- de raconter une belle histoire. Ouais. Et Mais donc, les il surveille Américains. l'historique de tout ce qu'il achète. Ouais. Et donc, je pense qu'il sait qu'elle sortait d'usine câblée à l'envers, quoi. Pour tout le monde, le hors-phase,
Ouais. C'est peut-être important de le préciser. En fait, les micros, c'est surtout pour la position intermédiaire, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu es en position intermédiaire, tu vas mettre les deux en parallèle, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas expert en micro, mais voilà. Et donc, quand ils sont en phase, tu vas avoir les fréquences qu'on a l'habitude d'entendre. Le côté hors phase, en fait, finalement, ça va te faire ressortir d'autres fréquences et en cacher d'autres. Et c'est juste qu'on est habitué à une chose et là, on en découvre une autre. Et c'est vrai que c'est très médium, nasillard. Exactement. Je peux comprendre l'intérêt. Je peux complètement comprendre l'intérêt. Ok, vas-y, continue. Du coup, j'ai pas de Les Paul 59 avec moi aujourd'hui. Non. Mais j'ai quand même une super Telecaster sur laquelle j'avais demandé à avoir un push-pull. Quand je le mets sur cette position, ça me fait justement les micros hors phase. Ouais. Et si je le mets là, j'ai les micros en série, en parallèle, je sais jamais, putain. Je saurais pas te du dire. coup, Tu regardes pas la bonne personne. Je peux me renseigner là-dessus, mais là, je suis pas au courant. En gros, ce son-là, avec le potard, enfin le switch vers le micro grave, ça me donne une sorte de humbucker. D'accord. Voilà, donc un peu plus de patate. Et là, c'est les micros hors phase. Donc t'as ce son très nasal, tu vois, qu'on va écouter dans 2 minutes. Ouais, du coup, je comprends. Là, c'est parallèle et là, ça doit être série, je pense. C'est ça, exactement. Je pense que ça doit être ça. Si j'ai bien compris. Ouais. Puisque j'avais demandé micro en série et j'ai eu en bonus micro parallèle. Ok. Donc parfait. Très bien. Bah, c'est ce qu'il te faut en fait pour faire ce son. C'est ça, exactement. Et c'est ce qu'il te faut. Ok. Bah fais-nous écouter sans rien la différence phase hors phase. Je suis curieux. Vas-y. Okay. Là, je te remis en normal. Ok. Donc là, je suis sur la position intermédiaire. Voilà, donc on a quand même un son assez nasal. Et pas faiblard, c'est pas le bon mot, mais tu vois, On fait la même? Ça fait presque son banjo, tu vois. Je comprends. Bah, en fait, l'histoire de la phase, c'est que théoriquement, ton signal est censé s'annuler. Ouais. Sauf que, comme les micros sont pas au même endroit et ils ont pas la même caractéristique, en plus, ils ont pas le même angle et tout, ça va pas vraiment annuler. Ça va annuler certains nœuds. Okay. Certaines fréquences. Et ça, c'est super intéressant. Ça fait ressortir les médiums parce que ça annule, mais ça peut aussi additionner. Ouais. Tu sais, il faut voir les signaux comme des bosses, positifs, négatifs. Et tu peux avoir deux positifs ensemble, deux négatifs ensemble, ça s'additionne. Ouais. Et si tu as deux choses annulables en même temps, bah, ça va les... Bon, alors c'est très, très simplifié, hein, mais dans l'idée, quoi. Dans l'idée, ça ferait ça, ouais. Ça me rappelle mes cours de collège. Non, vraiment, je l'ai fait simple. Voilà. mais normalement, c'est à peu près ça. Et du coup, c'est ce qui fait que là, tu as les médiums qui ressortent. Ouais, ok. Parce que c'est les fréquences qui tombent bien dans ce que tu fais. C'est très intéressant. C'est cool, hein? Ouais. Et donc, si on veut comparer vite fait avec la position style humbucker. Vas-y. Ça commence à cruncher un peu. C'est intéressant, tu récupères encore les médiums, mais en même temps, tu as récupéré du bas. Ouais, c'est ça. Très cool. Exactement. Très cool. Yes. Et donc, Peter Green, donc micro hors phase, ce qui lui donne ce son très particulier. Ouais, je comprends. Et donc, sur quoi il jouait ensuite? Donc, il était sur ampli... en fin des années 60, il était sur les amplis orange. Même les Marshall JTM 45 en soi. Ouais. Bah, avec John Mayall, obligé. Hein. obligé. JTM 45 à Donf. Après, ouais, il a pris les oranges. Ouais, tout à fait. Et, les donc, premiers Matamp. Matamp, je connais pas Matamp. Je crois que c'est les premières fabrications anglaises. Ok, d'accord. Je pense que c'est ça, ouais. Parce que tu sais, à cette époque-là, en fait, le premier industriel, c'était Fender pour les amplis. En Angleterre, c'est le fait d'avoir importé des Fender qui coûtaient trop cher à importer que tu as des artisans boutiques, le fameux mot boutique, qui en fait avaient une boutique. Tu vois, c'était des gens à Denmark Street ou quoi qui fabriquaient dans leur boutique où ils vendent déjà des instruments. Ça vient de là le terme fabricant boutique et qui en fait fabriquait des amplis un peu à la demande. Alors je connais pas bien l'histoire d'Orange, mais j'imagine que c'était ça à l'époque, c'était la façon dont ça a démarré et après bon. Ouais. Je voudrais bien que vous nous racontiez cette petite histoire ou alors je connais un barbu qui doit la connaître. Je pense aussi, ouais. Ok. Et donc, alors il faut savoir que Peter Green
en tout cas sur les albums de Fleetwood Mac, il jouait avec beaucoup de reverb. Ok. Donc c'est pour ça que la reverb de l'ampli à tous les coups. Ouais, tout à fait. Et alors là, c'est quand il a dû passer sur des Fender. Oui, j'imagine, ouais. Parce que là, c'est l'époque du Deluxe Reverb Blackface, du Twin. Donc, parce que JTM 45, il me semble, t'as pas de reverb. Et sur Orange Orange, je sais pas. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a. Enfin, je les connais pas bien, ces amplis de l'époque. Mais j'ai vu, quand on regardait tous les deux, qu'il avait un petit peu de Fender à un moment. Ça doit être ça. Ouais. Et donc, ouais, Spring à donf, quoi. Ouais, c'est ça. Donc. Et donc, la particularité de Peter Green, c'est qu'il va jouer. Il fait ça super bien. Il va beaucoup jouer sur la dynamique en fonction de. Enfin, il baisse son potard de volume. Et des fois, il va sortir des phrases toutes calmes. Et juste après. Voilà. Et donc, si on rajoute maintenant, imagine l'ampli poussé à fond. Ouais, vas-y. Donc c'est un son très particulier quand même. Ouais, j'aime bien. Le côté nasal. D'aller chercher le médium comme ça, ouais. Après, je me suis permis de bouger un peu la tonne. Moi, ça me manquait un peu d'aigu quand même. Ça te va ou pas? Moi, ça me va. Ouais. Mais c'est vrai que refais ça. Je vais jouer avec le push-pull. Très intéressant parce que à ce niveau de gain et à ce niveau de jeu, en fait, tu es plus dans l'ordre de la sensation que vraiment le côté j'ai les fréquences qui changent, ça me choque. C'est très cool, très cool. Voilà un peu pour Peter Green. Ouais. Après, c'est le son qui revient. J'aimerais bien essayer ça aussi quand même parce que je trouvais que ça défonçait. Vas-y. Donc là, j'ai juste allumé la tape saturation de la déco. Ouais. Et j'ai enlevé la Savage. Et t'as mis la Blues Believer, donc qui est Blues Breaker de l'époque, quoi. Voilà. Donc, magnifique. Ça marche bien. Hein. Magnifique. Oui, c'est bien aussi le côté Echoplex, parce qu'à l'époque, ils avaient ça aussi dans les studios. C'est pas idiot. Ok, donc là, pour Peter Green, toi, une Blues Breaker, une Echoplex et une reverb. Suffisamment de reverb. Alors là, peut-être que la reverb est trop poussée, peut-être. Et là, t'es sur le preset plate. Je t'avais fait un preset Spring plus léger. C'est peut-être plus ça, ouais. Peut-être pas assez longue encore, tu vois. Ouais, je suis d'accord qu'il y a des réglages à faire. Après, bon, t'as la reverb de l'ampli qui est un peu poussée, donc ça peut porter un peu à... Alors attends, fais voir. Plus longue, je veux dire. Voilà, c'est abusé, attends. Ouais, là, c'est abusé. Après, bon, la reverb à ressort, moi, je suis vraiment le partisan de la reverb à ressort analogique. Ouais. Tu le sais, toi aussi, je crois. Je sais ce que tu as chez toi. Voilà. Pour moi, une vraie reverb à ressort, c'est une vraie reverb à ressort. Et on a la chance que ce soit possible.
Là, celle-là, on l'a sortie parce qu'il y a un mode plate, il y a un mode on, il y a une modulation. Et qu'on en a besoin pour la suite. Voilà, c'est ça, on a besoin pour la suite. Et par contre, la plate et le all, ça va être compliqué d'emmener ta cathédrale dans ton pedalboard. Voilà. Donc c'est pour ça que les solutions numériques sont très bien pour ça. Par contre, si jamais tu veux que le Spring Peter Green, bah toi, je sais que t'es client de la grotte, donc voilà, c'est aussi un truc. Carrément. J'aime beaucoup le duo, t'as raison, Super, ça marche bien, la Blues Believer avec la saturation. Bah, c'est différent, mais la Savage et la Blues Believer, ça marche très bien aussi, je trouve. Bah oui, dans un autre contexte, peut-être qu'après je baisserai un peu plus le gain. Voilà, il y a des petits détails de stack à faire, des stackologues. Voilà, cool, très cool. Donc pour toi, en fait, c'est vrai que t'es rentré dans un truc quand même. Tu sais, il y avait un piège gros comme ça, toi t'as foncé la tête dedans. C'est que là, on est en train de faire le board de quelqu'un qui n'utilise pas de pédale. Ouais, bah bien sûr. Là, c'est le piège énorme. Bah, c'est comment recréer, comment essayer de, tu vois. Avec les moyens. L'idée, c'est ça. Avec les moyens du jour. Je comprends. Ouais, c'est tout à fait logique. Enfin, je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se payer une Les Paul 59. Oui. Un ampli d'époque. Et c'est toujours compliqué, tu vois. Alors, si j'avais un peu plus travaillé à l'avance, j'aurais réfléchi à comment faire ça là. Ouais. Mais bon, on l'a peut-être fait. Ah. Finalement, regarde. Je peux le faire, mais en termes de chaînage, il aurait fallu mettre l'EQ ici ou ici. Ok. Mais voilà, si j'avais fait mes devoirs avant, j'avais pas le temps de les faire, j'aurais peut-être réfléchi à la pédale de chez la Pickup Simulator là. Ah ouais, comment ça ouais, tu vois. Tu trouves que ça marche bien ça? Ouais, ça marche bien, ouais. Exchanger Pro là, ouais. Voilà, ça aurait pu être un délire, mais sinon juste un EQ, tu vois, ça marche. On le fait en clean si tu veux bien. Bah, avec ça, regarde. Hop. Comme ça suffit, non? Voilà, alors écoutons. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un EQ qui va booster les médiums et couper les bas et aigus. Je pense qu'on se rapproche un peu du truc. Mais ça y est. Alors, essayons comme ça pour se remettre dans l'oreille. Ok. Faut baisser pas beaucoup de bas. Essayons. Presque. Il y a quand même des aigus, hein, t'as vu? Ouais. Ah, attends, c'est pas ce que j'avais en tête là. Ok, attends, je commence à faire nimp. On s'approche. C'est pas vraiment ça. En fait, ça crunch, ça crunch ici en fait. Il faut baisser un peu le gain parce que là, comme on fait monter les décibels, il faudrait peut-être un EQ 7 bandes. Mais moi, je mettrais encore plus de mid, non? Là, t'es quoi? T'es à 3? Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que il faudrait peut-être un EQ 7 bandes parce que c'est pas pratique. Okay. Mais voilà, essayons. On se rapproche là. Ouais, ok. Là, on arrive à un truc pas mal quand même. Nice. Là, c'est pas mal. Et fais voir comme ça. Ouais, voilà, il est satisfait le monsieur. Voilà, c'est bon. Et encore mieux si tu mets l'EQ avant parce que ça va simuler l'EQ de ta guitare. Ok. Voilà. Donc moi l'EQ, on a une vidéo, on en parlait avec Julien et avec Swan. L'EQ tu le mets avant, ça te permet de changer les micros, changer la caractéristique de ta guitare. Quelque part le Exchanger Pro c'est un peu ça. Ouais. Si tu le mets après, ça va te permettre de changer l'EQ de tout le système. Et là, du coup, c'est plus un EQ de studio, comme tu ferais sur une prise pour la retravailler, tu vois. Okay. Donc c'est un peu ça la logique à avoir. N'ayez pas peur de mettre l'EQ au début, c'est marrant. Vraiment, c'est marrant. Voilà. Ok. Cool. Donc voilà pour Peter Green. Très cool. Et donc après, Peter Green part du groupe en 70, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Ok. Entre 70 et 74, t'as donc des guitaristes qui le remplacent. C'est une période qui est, perso, que je connais pas bien parce que je pense que c'est pas la plus mémorable, malheureusement.
Et en 75, tu as un nouveau changement de line-up où donc tu es un guitariste qui se fait remplacer par Lindsey Buckingham, qui est un guitariste américain. Et en gros, Mick Fleetwood, donc le batteur qui était un peu le leader du groupe, le veut dans le groupe, il lui demande. Et Lindsey Buckingham, il accepte à une condition, c'est que sa femme, Stevie Nicks, rejoigne le groupe aussi. Oh, le délire. Ouais, tu vois. Ok, s'il y a ma meuf. C'est ça. C'est marrant. Donc il finit par accepter. 75, il sort un album qui est incroyable, qui s'appelle Fleetwood Mac, donc album éponyme. Sachant qu'il y a 2 albums qui s'appellent Fleetwood Mac. Hein. D'accord. Le tout premier, avec Peter Green. Bah oui, évidemment. Et là, c'est le renouveau. Ouais, voilà. C'est ça. Fleetwood Mac, voilà, ça aurait été peut-être Mac carré, je sais pas, faut trouver un truc. Ouais, ok, bon, d'accord, je comprends. Ils sont en mode, bon, c'est pas le même line-up, on recommence, voilà, c'est ça. on est prêt. Donc, gros succès aux États-Unis, enfin partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis. 2 ans après, donc alors là, il se passe pas mal de choses. Ils sortent un nouvel album qui s'appelle Rumors, et qui est que tu connais sûrement. Je pense que tous les morceaux que tu connais, en fait, ça vient de ça. Je pense. Ça vient en tout cas de cette période. Bah, c'est ce que tu m'as dit d'écouter. Ouais. Donc ça, on est en 77, et là, c'est un raz-de-marée aux États-Unis. Ils vendent plus de 20 millions d'exemplaires aux États-Unis. Voilà, c'est connu ces morceaux-là. Ouais. Et en fait, cet album, comment il est né, c'est un peu l'album de la séparation, si tu veux. Pas de la séparation du groupe, mais la séparation des conjoints. Ouais. Ah putain. En gros, à ce moment-là. Oh le bordel, il ramène sa meuf, il la largue et tout. Oh alors attends, c'est un bordel. Hein. Et après, elle va te sortir avec un autre ou... Non, c'est bon. Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, qui étaient en couple, se séparent. John McVie et Christine McVie, bassiste et pianiste, se séparent également. Et t'as Mick Fleetwood, le batteur, qui sépare de sa femme, qui fait pas partie du groupe. Mais bon, tu vois. Tout le monde se sépare. C'est le bordel. C'est ça les putes et la coque, faut se calmer, hein. C'est ça le succès, je sais. Et ça se passe pendant l'écriture de l'album Rumors, qui sort en 77. Ah ouais. Donc en fait, t'as l'impression, quand t'écoutes les morceaux maintenant et que tu sais toute cette histoire, en fait, ils règlent leur compte par chanson interposée, tu vois. Clairement, c'est ça. Ah ouais, c'est... Mais l'album est incroyable, vraiment, il est génial. Ah justement, il y a du sang, quoi. Ouais, il y a du sang, c'est bien. En même temps, si tu le sais pas, t'écoutes ça, tu te prends quand même le baffe, parce que musicalement, c'est génial. Ouais. C'est marrant comme truc. Et du coup, comment ils ont géré ça? Et j'imagine que ça a été la guerre, tu vois, pendant le moment, mais ils ont quand même continué à tourner après. Ensemble? Ouais. Ils ont réussi à tourner, ils ont même fait une tournée un peu réunion, tu vois, dans les années 90, même 87, je crois qu'ils étaient ensemble encore. Enfin, donc, ils ont quand même géré ça comme des grands. Ouais, quand même le travail d'abord, hein. Ouais. Ça reste délicat. Après, tu vois, aujourd'hui sur les lives, quand ils jouent des morceaux, il y a un morceau en particulier qui s'appelle Silver Springs, qui n'est pas sorti sur Rumors, parce que Mick Fleetwood est venu voir Stevie Nicks. C'était un morceau écrit par Stevie Nicks, et Mick Fleetwood lui a dit désolé, en fait, ce morceau, on va pas le sortir sur l'album parce qu'on a déjà trop de morceaux et je pense que c'est le plus faible et tout. Enfin. Et en fait, dans ce morceau, elle exprime clairement son mal-être par rapport à sa séparation avec Lindsey Buckingham. Oh le délire, putain. Et, attends, ils ont joué ce morceau sur les tournées suivantes, donc je crois que fin des années 90, il y a un live en particulier sur YouTube que je vous encourage à regarder, qui est incroyable, qui date de 97, et donc t'as tout le groupe qui est là, et tu vois, ils jouent ce fameux morceau, et t'as Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, et en fait, pendant tout le morceau, t'as Stevie Nicks qui, au lieu de regarder le public, tu vois, en fait, elle fixe son ancien mari. Et en fait, t'as l'impression qu'elle lui dit des trucs en face, c'est 4 vérités, quoi. Ah ouais, c'est fou. C'est super intense, c'est très beau, en fait. Ah, le pétage de câble. Ça, c'est à regarder, à écouter. T'avais l'avocat derrière qui prenait notes. Non, mais je trouve que c'est un moment hyper émouvant, et enfin, c'est à regarder, quoi. Trop cool. Bah, j'adore les potins comme ça donne du sens. Il y a une histoire, quoi. Ça donne du sens. Ouais. Et donc, ce morceau, par exemple, si on s'amuse à recréer un peu le son de Lindsey Buckingham, donc j'ai mis, en gros, on a une grande reverb, j'ai mis un tape delay, tape saturation, double tracker. Ok. Ensuite, on va mettre un EQ avec pas mal d'aigus, pas mal de mid et pas trop de basse. Et donc Lindsey Buckingham, il a une guitare très particulière, qui est une guitare de luthier, d'un luthier qui s'appelle Turner, j'ai oublié son prénom, mais c'est Turner Guitar. Et en gros, elle est assez bien foutue, c'est très complet. Et tu sais jamais en fait si c'est un peu un mix entre guitare acoustique et guitare électrique. Parce que Fleetwood Mac c'est très acoustique aussi, il y a beaucoup de gratte acoustique. Et donc en fait on a un humbucker qui est pivotable. Oh le délire. Ouais, c'est un truc de ouf. Faut arrêter les gars. Donc là je me mets un peu sur la position humbucker avec le pull. Et le morceau c'est avec pédale de volume au pied.
C'est joli, hein. Ça fait un peu musique d'église. J'aime beaucoup. C'est propre. C'est beau. La guitare comme ça toute seule, c'est vrai que ça fait... C'est beau. Même dans la guitare, ça parle. T'as raison, il y avait des trucs à raconter là. Il y avait des trucs à raconter dans ce morceau. Ok. Et le son, tu vois, c'est beau, les reverbs comme ça. Là, c'est en stéréo, mais c'est un bonheur. Ouais, bah. Alors, on est là pour se faire plaisir quand même. Hein. Donc on a les deux Kelts face à nous. Voilà. Vous, Jean Monteur, il a dû vous mettre un Kelt dans chaque oreille. Il y a pire dans la vie quand même. Hein. On est bien là. Il y a pire. Pour la reverb, c'est vrai que la R1, stéréo, avec le petit écran et tout, toi qui as la CS1, t'en penses quoi du petit écran? J'avoue que c'est hyper pratique. Hein. En fait, tu fais comme ça. Tu choisis le réglage. Par exemple, là, tu veux plus de bas ou moins de bas dans ta reverb. Tu choisis, voilà, je veux enlever du bas sur ma reverb. Et là, t'enlèves tes bas. Ok. Bah, j'avais la modulation, la M1. Ouais. Sans l'écran. Et c'est vrai que c'était galère parce que t'as les secondaires, il faut les avoir en tête. Ouais, c'est ça. Chouette. Donc du clean, mais avec pas mal de choses. Parce que je me suis demandé qu'est-ce que t'allais nous faire, franchement, au niveau pédale. J'avais peur. Bah, en vrai, ils ont un son très marqué quand même. Hein, tu vois, donc je trouve que c'est assez faisable. Ouais. T'as moyen de le recréer. Ce serait jamais, évidemment, du copier-coller. Tu fais à ta sauce. Voilà. Et ça qui est cool. C'est être dans l'esprit en tout cas. Ouais, et surtout de retrouver avec les moyens modernes, parce qu'ils avaient forcément du matos de studio, et là tu peux le faire avec ton board facilement. Ouais, tout à fait. De toute façon, c'est des choses que tu joues, toi. Ça, ce genre de son, c'est un truc que je fais beaucoup avec mon pote Elias Driss. Voilà, donc on a une partie de matos qui vient de ton board. Voilà. Un autre morceau, par exemple, qui s'appelle Rhiannon. Ok. Et donc là, on va mettre un compresseur. Il n'est pas là pour rien. Double tracker. Toujours la type saturation. Ok. Je vais mettre une reverb un peu moins. Je vais pousser un peu le chorus. Donc le wobble. Alors pour moi, il y a trop de compression. Okay. On peut réduire un peu la... Alors je vais juste ajouter du dry. Ta compression, elle vient peut-être de l'EQ qui tape dans la saturation. Ah. Je fais ça, regarde. C'est pas mal le wobble là. Hein. C'est trop bien. Hein. Ouais, t'as vraiment un effet de bande qui bouge quoi. On peut le pousser encore un peu. Hein. Oui, mais après ça va faire mal de mer. Ouais, ça va. C'est exactement ce que j'allais faire. Comme sauf ça. Que en laissant ça aussi. En le laissant. Ouais, et pas en fast. En low. Nice. J'aime beaucoup les vibes. Les Leslie comme ça, c'est toujours beau. On va pas du tout avoir un épisode sur les Rotary. Pas du tout, non. Pas du tout. Ok. Très cool ça. Bon, c'est bien, j'ai pas fait un achat inutile. Bah non, t'inquiète. Ah mais c'est beau quand même ce truc-là. C'est beau. Hein. Ouais, c'est beau, ouais. Génial.
J'ai hâte que tu testes la Loke, tu me diras ce que t'en penses. Ah oui. Parce que c'est le même délire en version boutique de nos jours, quoi. Donc, okay. Mais c'est très cool la déco. Pour moi, c'est... Enfin, j'ai pas essayé toutes les pédales, mais franchement... J'ai un client qui est fan de Beatles, il me l'a prise et il était super content. Ouais. Franchement, tu fais ce que tu veux. Pour les années 60-70, c'est génial. Si t'aimes un peu le vintage... Ouais, je comprends tout à fait le délire, ouais. Et je risque de... Putain, ça me donne des idées, faut pas que j'aille là-dedans. On se fait un dernier son. Vas-y. Je reprends la Spring. T'as envie d'y aller en chevalet, non? Parfois, t'as pas envie? Pas tant. En chevalet, de toute façon, là, je suis sur le push-pull. Ouais, ça fait quoi sur le push-pull? Ça fait rien. Ça fait rien. Non, ça fait... Ça reste un chevalet. Ouais, c'est ça. Donc là, j'étais sur position style humbucker. Ouais. Après, si je me mets vraiment chevalet... Moi, j'aime bien power chord en chevalet avec de la disto. C'est beau. Ok, très cool. Ah, mais ils ont des sons de ouf. Super groupe, hein. Donc tu vois... T'es resté avec l'EQ, ouais, t'aimes bien l'EQ là-dedans, ça te fait... Ouais, ok, je comprends, ouais. Et tu le pushes pas mal sur les médiums, t'es allé en plus sur le côté hors phase. Ouais. Toi qui aimes pas les médiums, pour une fois... Ouais, j'aime pas les médiums, mais... Fleetwood Mac, les médiums, c'est genre ennemi public numéro 1, les médiums. Bah t'as l'impression que le son de Lindsey Buckingham, en tout cas, il est très resserré, tu vois. Ouais, il joue beaucoup dans les médiums. Ce qui est quand même logique pour un guitariste dans un contexte de band. Exactement. Mais toi, tu m'as dit que t'as une config où à la base vous étiez 2. Ouais. Donc c'est quand même très différent. Quand tu joues à plusieurs, je trouve que c'est bien quand même d'avoir un spectre très resserré. Ouais, bien sûr. Enfin, après, il n'y a pas de règle, hein, mais je trouve ça bien. Ouais, carrément. Bah, après, ouais, faut être satisfait aussi de son son, tu vois. Et... Oui, si t'as l'impression d'avoir le nez bouché à chaque fois que tu joues, ça va pas le faire, quoi. Et donc, je vous propose un dernier exemple pour terminer. Ouais, carrément, c'est cool. Ouais, okay. Un des plus beaux. Hein. Ouais, bah, on part sur le morceau Dreams, qui est un des tubes les plus connus de Fleetwood Mac. En tout cas, de la période 75-77. Et donc, on a la basse qui joue... hop, je vais enlever ça. C'est trop cool. Trop cool. Et donc c'est beaucoup de pédales de volume, tu vois. Et pareil sur le solo. On voit pas, mais ton pied il bouge vachement. C'est souple. C'est important d'aller. Toutes les notes avec la pédale de volume. Ouais. Et donc voilà, tu vois toujours le double tracker pour un petit effet chorus. Ouais. La tape saturation, grosse reverb. Là, t'as le compresseur aussi. En plus. Et puis j'étais sur le volume un peu aigu, sur le switch aigu. Ouais. Pour ce son très claquant, très cristallin en fait. Ouais. Et c'est magnifique. C'est beau. Ouais, avec une belle reverb comme ça, évidemment. Ouais. Voilà. Mettez de la reverb de partout. Il faut. Il n'y en a jamais assez. Ok, ben merci beaucoup Théo. Bah, pas de souci. On fait on était à presque toutes les pédales, enfin toutes les pédales pour finir hein, quand même. J'aime bien le fait que normalement, ils peuvent pas trop critiquer ton taf, dans le sens où il n'y avait pas de pédale. Ouais. Voilà. Tu vois, je veux dire, t'as pas pu te tromper, il n'y en avait pas. Donc logiquement...
peux juste pas aimer ce qu'on a fait pour le plaisir de pas aimer, tu vois. Ou vous pouvez aimer, nous dire merci beaucoup, merci Théo, parce que je suis très content que tu sois venu nous raconter ça. Yes. On vous dit au prochain épisode avec beaucoup de bons sons. Carrément. Allez, c'est parti, hein. On est à presque toutes les pédales.